Voilà, je suis physicien dans un laboratoire de recherche, je suis enseignant à l'université d'Aix-Marseille et j'ai développé pas mal d'outils pédagogiques pour faire des hologrammes. Donc voilà, on va parler de ce que c'est qu'un hologramme et surtout on va faire un hologramme ensemble. Donc vous voyez, j'ai une mallette. À la fin, vous pourrez vous approcher pour voir un peu ce qu'il y a dedans. C'est vrai qu'on avait envisagé de mettre une petite webcam pour visualiser en grand ce qui se passe ici en petit, en fait. Mais donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux lasers à l'intérieur, et vous voyez qu'il y a deux faisceaux, rouge et vert, qui vont nous permettre de faire un hologramme ici. Donc, c'est une photographie très particulière. D'accord ? Bien, je vais commencer d'abord par vous parler un peu de la lumière et de qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour voir, pour capturer une image et pour la capturer en 3 dimensions. Parce que la différence entre une photographie standard et les hologrammes, c'est justement ça, c'est que vous êtes en 3 dimensions. On va regarder, on va faire un hologramme, hein, j'en ai quelques-uns là que je peux vous montrer. Quand vous regardez un hologramme, vous êtes persuadé que l'objet est derrière la plaque de verre. C'est tellement réaliste que certains hologrammes ont été obligés de mettre une petite affiche en mettant attention, ceci est une photographie, ce n'est pas un objet qui est derrière une plaque de verre, parce que c'est une illusion d'optique parfaite. Donc quand vous tournez l'hologramme, vous allez arriver à voir derrière l'objet, ce qu'on ne peut pas faire avec une photo. Alors comment ça marche? Déjà, pour voir, il faut éclairer. Il faut de la lumière, le soleil, l'éclairage de cet amphithéâtre, d'accord, qui permet de voir l'objet. La lumière donc se réfléchit sur l'objet et vient jusqu'à nos yeux. Déjà ça, ce concept dans l'Antiquité, c'était pas évident. Hein, au début, on pensait que la lumière, c'était des feux, des feux qui partaient des yeux et qui allaient rencontrer, on ne savait pas trop ce que c'était, une essence émise par les objets, et que cette rencontre des feux des yeux et de cette essence des objets, ça faisait le fait qu'on voyait les objets. Et donc il a fallu pas mal de temps, et peut-être le point de clé historiquement, c'est Alhazen, autour de l'an 1000, qui a fait un traité sur l'optique très abouti avec une démarche expérimentale. Il a fait des expériences, il a observé, il en a déduit des lois, des propriétés de la nature, particulièrement de la lumière. Donc pour, ça on est à peu près sûr quand même maintenant, pour voir, il faut éclairer. Pour voir aussi, il faut un capteur. Alors le plus simple, c'est l'œil, c'est nos yeux. Un truc absolument magnifique, fantastique. On a une capacité de résolution, c'est magnifique. Et souvent on est déçu, on voit un paysage superbe, un coucher de soleil, on le prend en photo, et puis quand on regarde la photo sur l'ordinateur, c'est quand même pas pareil que le moment où on a vu avec nos yeux le phénomène. Hein. C'est très difficile de rendre toute l'émotion qu'on peut avoir avec nos yeux. Bon, l'œil, évidemment, c'est bien, mais on ne peut pas enregistrer. On ne peut pas faire un hologramme avec un œil, puisqu'on ne peut pas enregistrer quelque chose, sauf dans notre mémoire, bien sûr, mais c'est un peu compliqué d'enregistrer un hologramme dans notre mémoire. Deuxième possibilité, vous connaissez tous ça, les jeunes, vous avez tous des smartphones, et sur vos smartphones, vous avez des capteurs sensibles à la lumière qui vous permettent de faire des vidéos et des photographies. Alors, c'est des capteurs CCD ou CMOS. C'est des tout petits pixels, d'accord? Ils font à peu près 13 micromètres, ça dépend, 10, 20, 13 micromètres de large. Et donc chacun de ces pixels va se sensibiliser quand la lumière va arriver dessus, et ça fait les photos que vous prenez avec votre smartphone et votre appareil photo. Ça ne marche pas pour faire des hologrammes, pour différentes raisons, en particulier parce que les pixels ils sont trop gros. Donc la solution la plus pratique, ce sont les pellicules ou les plaques, c'est pareil, argentiques. Alors, les plaques argentiques, c'est la photographie avant l'ère du numérique. Donc les plus jeunes, vous ne connaissez pas. Peut-être certains d'entre vous connaissent, vos parents vous ont montré des pellicules photo avec un négatif qu'on tire, des choses comme ça. Ça vous dit quelque chose? Donc ça, c'est des photos avec des sels argentiques. Donc en gros, c'est des petits grains, d'accord, qui noircissent quand la lumière arrive dessus, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on fait une image sur ces anciens systèmes. Et nous, en holographie, on va utiliser ça, mais sur des plaques de verre. Donc là, j'ai un hologramme qui est fait, je vous montrerai après. Il y a une plaque de verre, et sur cette plaque de verre, vous avez des sels d'argent, exactement comme sur les pellicules photo d'avant.
grosse différence, c'est que sur les sels d'argent, typiquement, on ne voit pas très bien sur le contraste, la taille des grains, c'est 20 micromètres. Alors, micromètre, est-ce que vous savez ce que c'est? Un micron, on prend un millimètre, tout le monde voit ce que c'est un millimètre, ça fait ça à peu près. On divise en 1000, ça fait plus grand-chose. Ben ça fait un micromètre, d'accord? Un millième de millimètre. Donc les grains de sel d'argent, ils font à peu près 20 micromètres. C'est trop gros pour faire des hologrammes aussi, on n'a pas assez de résolution, on dit. Par contre, on va utiliser des plaques, nous, pour l'holographie, exactement comme les pellicules photo, mais les grains sont beaucoup plus fins. La taille moyenne des grains sur les plaques que je vais utiliser, hein, donc là dans cette boîte, vous voyez, j'ai des plaques vierges, elle fait à peu près 8 nanomètres. Alors c'est 1000 fois moins. Donc déjà un millième de millimètre, ça ne fait pas grand-chose, mais un millième, d'un millième de millimètre, ça fait vraiment encore moins. D'accord? Donc il faut des grains tout petits. Parce que l'hologramme qu'on fait, il y a des détails, une finesse de détails qu'on doit inscrire sur la photo, qui est indispensable pour faire reproduire l'effet 3D de l'hologramme. Et pour ça, il faut avoir une résolution suffisante, donc des grains assez petits. Donc voilà, on va prendre des sels d'argent, on va faire donc sur une plaque holographique. Après, deuxième problème, comment former une image? Comment on forme une image en général? Si je mets un objet, alors les smartphones c'est un peu trompeur parce que c'est une boîte noire. Je ne suis pas sûr que vous sachiez tous ce qui nous permet de prendre la photo. Il y a une CCD, une CMOS, un capteur, mais devant il y a quelque chose. Si vous n'aviez pas ce quelque chose, si vous avez un objet devant votre smartphone, que vous mettez votre support d'enregistrement, alors ça peut être la pellicule argentique ou la CMOS, la CCD, il n'y a rien qui va se passer, vous n'allez pas faire d'image, ça ne marche pas. Le rouge sur noir, c'est pas génial en vidéo. Ça marche bien sur l'écran, mais là, on ne voit pas grand-chose. Donc, lorsqu'on éclaire un objet et qu'on met un capteur, quel qu'il soit, sans rien entre l'objet et le capteur, on ne fait pas d'image, ça ne marche pas. Pour faire une image, il faudrait trouver un moyen que chaque point de la plaque ne reçoive la lumière qui vient que d'un point de l'objet. Il y a une association entre chaque point de la plaque et chaque point de l'objet. Par exemple, les cheveux de Gaston Lagaffe, ça va faire un point sur la plaque et la main de Gaston Lagaffe va former l'image de la main à un autre endroit de la plaque. Donc pour ça, il y a, on va dire, 3 manières. La plus simple qui a été utilisée depuis très longtemps, c'est le sténopé. On prend un lapin, un objet, on met une boîte. Ah, c'est la boîte jaune que vous voyez là. Je vais un pointeur laser quelque part. Donc, on a la boîte jaune et on regarde ce qui se passe au fond de la boîte jaune. Alors, on a un grand trou au début. Donc, si on éclaire notre objet, le bout de la pointe de l'oreille du lapin va réfléchir la lumière qui vient ici sur une grande zone au fond de la plaque. Ça ne va pas faire grand-chose, ça ne fait pas d'image, ça ne marche pas. Réduisons la dimension de ce trou. Là, je l'ai réduit de façon très grossière. Vous voyez que le point ici, il va aller entre là, et là. Il va faire une grosse tache. Chaque point de l'objet, du lapin, va faire une grosse tache au fond de la boîte. Ça ne marche pas encore. Mais imaginez qu'on fasse un trou suffisamment petit, très petit, ça se calcule, et bien chaque faisceau de lumière qui va arriver ne va pouvoir traverser le trou que suivant une direction, et donc va former un point et un seul au fond de la boîte. C'est ce qu'on voulait faire. Justement, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait arriver à associer à chaque point de l'objet un point au fond de la boîte. Là, on va faire l'image. Donc ça marche bien, et c'est ce qu'on appelle un sténopé. Léonard Vinci a développé ça, c'était la caméra obscura. Ça a été utilisé par des peintres classiques, Vermeer par exemple. C'est-à-dire qu'ils, par ce système-là, ils projetaient la scène qui était devant eux sur leur toile vierge. Donc l'image de la scène d'un roi, de je ne sais quoi, se projetait. Alors avec, je ne sais pas, un crayon, quelque chose, ils faisaient un schéma, enfin ils reproduisaient le dessin et puis après ils peignaient dessus. C'était pas de la tricherie, hein, c'était volontaire, c'était comme ça. C'était voilà, la sténopée. Alors, un problème quand même, c'est que ça fait que de la
2D ça. Imaginez, vous avez plein d'objets en 3D, à différentes distances, en relief. Ce que je vous ai dit, ça marche. Chaque point de chaque objet va correspondre à un point au fond de la boîte, mais sur un plan. Vous n'êtes plus en 3 dimensions, là. Vous êtes en 2 dimensions. Même si vous avez une scène 3D, eh ben, vous avez ici quelque chose qui est en 2 dimensions. Bon. Donc on peut, avec le sténopé, produire des images en 2 dimensions. Alors voilà le principe. Alors si vous regardez le tracé des rayons, ça fait une image à l'envers. Si vous mettez un papier calque, vous pouvez faire ça chez vous, prenez une boîte, faites un petit trou d'un côté, et vous mettez du papier calque de l'autre côté. Si le trou est assez petit, moins d'1 millimètre, vous allez voir l'image se former. D'accord? C'est très très beau. Et si vous mettez une pellicule photo, vous allez faire une photographie. Il n'y a pas de profondeur de champ. Vous voyez que là, par exemple, c'est une image avec beaucoup de profondeur, de relief, de chevaux et toute une rue. Donc évidemment, par contre, on se retrouve en 2 dimensions. J'ai beau regarder ma photo sous tous les angles, je n'ai qu'un seul angle, comme si j'avais quelque chose qui était plat. Moi, je veux faire des photos en 3 dimensions. Bon, deuxième façon, après le sténopé, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une lentille. Et c'est là que vous sachiez que sur tout votre smartphone, vous avez une toute petite lentille. C'est ça qui permet de former l'image de ce qui se trouve devant votre smartphone sur votre capteur. Sinon, ça ne marche pas. Donc cette lentille, alors bon, je ne rentre pas dans les détails, vous verrez ça, on va voir ça en début d'université, peut-être en lycée, je ne sais pas. Donc, vous avez une lentille, une certaine focale, et en fait, vous allez former une image 2 dimensions toujours. Et l'avantage par rapport au sténopé, c'est que ça peut être très grand une lentille, donc c'est très lumineux. Un sténopé, ça marche bien quand le trou est tout petit. Donc si vous avez une scène qui n'est pas lumineuse, c'est un peu compliqué, vous avez une image très peu lumineuse. Avec une lentille, le gros avantage, c'est que vous pouvez faire une très grosse lentille. J'en ai vu des comme ça, énormes, c'est un peu compliqué à faire, mais... Et donc vous allez avoir une image très lumineuse, et ça c'est très pratique pour après enregistrer. Donc la lentille, c'est bien pour faire une image très lumineuse, c'est mieux que le sténopé à ce niveau-là. Par contre, c'est toujours en 2 dimensions. Bien, on en arrive à se poser les questions de comment on voit en 3 dimensions. Alors, je vous propose une petite expérience. Vous pouvez la faire si vous voulez, c'est assez parlant. Vous mettez votre main près de vos yeux et vous fermez un œil. Vous regardez votre main et vous fermez l'autre œil. Est-ce que vous voyez la même image? Ça fait ça fait des images très différentes. Ça fait des images très différentes et c'est ça qui fait que vous voyez en 3 dimensions, essentiellement. Alors après, quand on est borgne, quand on n'a qu'un seul œil qui fonctionne, on va quand même arriver à se déplacer et à voir en 3D. Mais c'est essentiellement ça. Donc chaque œil voit l'objet qui est situé devant lui, suivant un angle différent. Si vous regardez une montagne au loin, vous aurez beau la regarder avec l'œil gauche et l'œil droit, ce sera la même image. Plus l'objet se rapproche, plus les 2 images que vos 2 yeux voient sont décalées. Le cerveau, il reconstruit le relief en fonction de ça. Il a cette information. Plus les 2 images qu'il reçoit depuis les 2 yeux sont décalées, plus l'objet est proche. Voilà, c'est ça là. Le calcul, on fait beaucoup de calculs de façon complètement inconsciente. Là, le calcul que le cerveau fait, c'est quand il voit la scène devant lui, quand il voit les 2 yeux qui ont une image identique, ça veut dire que l'objet est loin, et plus cette image est décalée, ben, plus l'objet est proche de vous. D'accord ? Donc pour nous, il faut arriver à faire ça. Il faut arriver à faire en sorte que l'hologramme, enfin l'image, la photo qu'on va faire, elle donne pour l'œil gauche et pour l'œil droit une image différente. Comme si on regardait sur un angle et sur l'autre. Donc la magie de l'holographie, c'est ça. C'est arriver à enregistrer ce relief. Donc je précise bien, par exemple souvent vous pouvez prendre des photos après l'hologramme, mais une fois que vous avez fait en photo, vous perdez l'effet de relief. Parce qu'une photo, c'est pris sur un seul angle de vue de l'objet. D'accord ? Donc après, vous aurez beau voir la photo, vous serez toujours sur un plan, et vous n'aurez plus l'effet de relief que donne l'hologramme. C'est pas du tout comme quand vous avez un objet réel en relief devant vous, où vos 2 yeux, naturellement, voient l'objet sous un angle différent. Bon, on
comment enregistrer une image en 3D. Alors, rapidement, je n'ai pas le temps de passer dessus. Il y a d'autres techniques, mais c'est beaucoup moins beau. Vous êtes au cinéma, vous connaissez tous les films 3D qui se regardent avec des lunettes comme ça. D'accord ? Le principe est assez simple. On filme la scène avec deux caméras, deux objectifs. Et si vous enlevez les lunettes au début du film, vous allez voir que vous avez deux images superposées. Quand vous mettez les lunettes, on fait en sorte que votre œil gauche voit une seule image et votre œil droit voit une autre image. Du coup, c'est ça qui fait votre sensation de relief au cinéma. D'accord ? C'est une façon de faire. Mais c'est que suivant deux angles, c'est très limité. Vachement relief l'hologramme. Vous connaissez aussi des trucs comme ça. Alors, attendez. On les distingue parce que ça fait un petit bruit strident que certains ne supportent pas. Donc ça, c'est des petites images 3D publicitaires. C'est des réseaux lenticulaires. Bon, j'ai pas le temps de trop expliquer, je peux en parler pour certains après à la fin. C'est pas des hologrammes non plus. Et alors, il n'y a pas besoin de lunettes. C'est pratique. Mais par contre, dès qu'on bouge, c'est fait pour un seul angle d'observation. Dès que vous bougez, ça saute, en fait. D'accord ? Donc là, il y a Pierre Alliot, un Français, qui a développé une technique de télévision 3D, à partir de ce principe-là, sans lunettes. C'est pas encore peut-être complètement parfait. En tout cas, on n'a pas la qualité d'un hologramme. Donc on ne va pas parler de ça. Ça, c'est les techniques classiques pour faire des images 3D. Nous, on ne va pas en faire un hologramme. Alors historiquement, ça a été inventé en 48. C'est jeune et vieux à la fois. 48, c'est juste après la guerre. C'est un physicien hongrois, Denis Gabor, qui a fait un petit article de 2 pages, pas grand-chose, et qui a posé les principes de l'holographie. Il paraît qu'il a eu l'idée en jouant au tennis, d'ailleurs. Donc comme quoi, voilà. Ça vient un peu n'importe quand, la créativité scientifique. Il a eu un prix Nobel en 71, il a fait plein d'autres choses, ce monsieur. Et donc, il a posé les principes de l'holographie. Mais en 48, il manque quelque chose d'essentiel pour réaliser l'hologramme, les lasers. Ça n'existe pas en 1948. Donc, les gens ont vu qu'on pouvait faire un hologramme sur le principe, mais c'était quand même vachement compliqué sans laser. Moi, ce qui va me permettre de faire un hologramme facilement ici, c'est parce que justement, je vais utiliser une lumière très particulière, la lumière laser. On va un peu en parler. Donc, voilà, la lumière. Il y a 2 types de rayonnement. Le rayonnement classique, la lumière du soleil, de l'éclairage qui est ici, tout ce qui n'est pas laser en fait, hein, c'est ce qu'on appelle un rayonnement incohérent. Donc, si vous regardez, la lumière c'est une onde, c'est quelque chose qui monte, qui descend, d'accord ? Et c'est des petits paquets d'ondes en fait. Vous voyez, il y a un paquet d'ondes rouge qui n'a rien à voir avec le paquet d'ondes bleues, le paquet d'ondes violet, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces paquets d'ondes se succèdent et n'ont aucune relation les uns par rapport aux autres. Vous voyez qu'ils ne sont pas corrélés. Et donc la durée moyenne de ces paquets d'ondes de lumière est très très courte dans la lumière incohérente. On va voir les grandeurs après. Et bien une source de lumière laser, là le pointeur que j'utilise pour vous montrer ma figure, j'ai presque plus de piles. Donc vous voyez, c'est une onde non lumineuse. Alors vous ne la voyez pas osciller, hein, une onde lumineuse classique, vous jetez un caillou dans l'eau, vous avez une onde qui se propage à la surface de l'eau, parce que ça va lentement. Mais la lumière, elle va à 300 000 km/s. Donc imaginez compter une seconde dans votre tête, la lumière, elle a fait 300 000 km. C'est gigantesque. Donc on ne peut pas la voir se propager. En plus, il faut qu'on ait un support sur lequel la voir, qu'elle se réfléchisse. Mais le fait est que cette lumière, cette onde lumineuse, pour une lumière cohérente, pour un laser, eh bien ces paquets d'ondes sont beaucoup, beaucoup plus longs. Alors ils ne sont pas infinis, mais ils sont beaucoup plus longs. Et justement, la durée moyenne de ces paquets d'ondes, la longueur moyenne de ces paquets d'ondes, c'est ce qu'on appelle la longueur de cohérence. Et à une longueur, si on divise par la vitesse de la lumière, on a un temps de cohérence. Dans mes lasers qui sont ici, il y a un laser rouge, un laser vert, ils émettent des paquets d'ondes, d'accord, qui font quelques mètres de longueur, les uns à la suite des autres. Il n'y a aucune corrélation entre chacun de ces paquets d'ondes, mais par contre, dans un paquet d'ondes, vous avez une très forte relation entre chaque point de l'onde. Alors voilà quelques grandeurs. Le laser
D'abord, la lumière du soleil, tiens, voilà. Il faut juste regarder la longueur, ça fait 0,6 micromètres. C'est la longueur de chaque paquet d'ondes de la lumière incohérente du soleil. C'est très très court. Et si vous comparez ça à un laser hélium-néon, alors c'est pas les lasers que j'utilise, mais bon, on va dire que c'est similaire. Vous voyez que pour un laser néon, c'est 0,3 mètres, 30 cm. C'est beaucoup, 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 beaucoup long. Les paquets d'ondes d'un laser, en général, sont beaucoup plus longs que pour une lumière incohérente. Du coup, on va utiliser ça, nous, pour faire des hologrammes. Comment? Donc, je vous ai expliqué comment on faisait une photographie. De façon très schématique, vous avez une source de lumière incohérente qui se réfléchit sur l'objet. Et puis après, vous faites l'image de cet objet sur la pellicule photographique ou sur votre appareil photo, je ne sais pas, avec une lentille. Bon, vous pouvez remplacer ça par un sténopé si vous voulez. D'accord? L'idée de Gabor en 48 est complètement différente. Il n'y a pas de lentille, il n'y a pas de sténopé. Vous allez voir, j'utilise une lentille, mais pas pour les mêmes applications. On prend une source de lumière cohérente, un laser. D'accord? On a une lumière cohérente, donc c'est paquets d'ondes, d'accord, qu'on va diviser en deux. L'idée de Gabor, c'est de diviser un même paquet d'ondes en deux parties. La première partie va sur l'objet. La première partie va sur l'objet, c'est l'onde d'objet, et puis elle se réfléchit, elle arrive à l'endroit où vous enregistrez l'hologramme. La deuxième partie qui vient directement depuis le laser vient rencontrer la première partie sur l'endroit où vous enregistrez l'hologramme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'onde référence. Onde d'objet, onde référence, on divise en deux le faisceau laser cohérent. Plus précisément, on prend un paquet d'ondes et on le divise en deux parties. Et ce qui est super important, c'est que ce paquet d'ondes, il faut qu'il se retrouve ici. Il faut que ce soit le même paquet d'ondes qui, par ces deux chemins différents, reviennent ici. Donc si vous avez un paquet d'ondes, la longueur de cohérence dont je parlais, qui fait 20 cm, ça veut dire que la différence de chemin, ici, j'ai rempli le pile, la différence de chemin entre là et là, elle doit être inférieure à 20 cm, sinon ce n'est pas le même paquet d'ondes qui se rencontrent. Si vous avez un laser qui a une longueur de cohérence d'1 mm, ça commence à faire un peu léger, ça veut dire que la différence de chemin entre ces deux parties du paquet d'ondes, elle doit être inférieure à 1 mm. Donc ça devient un peu compliqué à faire. Donc c'est super important. On peut voir aussi, alors, pour expliquer maintenant comment on enregistre le relief avec les mains, on peut voir ça avec la notion de front d'onde. Vous voyez là, on a jeté un caillou dans l'eau, vous avez une onde concentrique, d'accord, qui s'éloigne du centre où il y a le caillou qui a été jeté. Et donc chaque zone où vous avez l'eau qui vibre en même temps, en phase, qui vibre de la façon identique, eh bien c'est ce qu'on appelle un front d'onde. D'accord? Et pour la lumière, c'est pareil. Alors, il y a plein d'applications. Là, il y a un front d'onde, c'est un piston qui appuie sur des molécules. Le front d'onde, il est vertical, comme ça, et il déplace. Pour la lumière, c'est la même chose. Ici, vous avez une lumière, un faisceau parallèle, comme les faisceaux qui sont là, et vous avez une lentille qui courbe le front d'onde. Alors, ce qui est super intéressant, regardez bien, la forme du front d'onde après la lentille, ça ne vous rappelle rien? Cette forme-là, c'est la forme de la lentille. Le relief de la lentille, il est là. Il est là. Donc l'idée de Gabor, c'est comment enregistrer ce relief. Là, avant, on n'a pas de relief, mais dès qu'un objet, que la lumière traverse un objet ou est réfléchie par cet objet, c'est pareil, vous allez avoir une empreinte du relief de l'objet sur ce front d'onde. Donc toute l'idée de Gabor, c'est de trouver comment enregistrer ce front d'onde. Alors voilà un montage classique d'holographie. On a un laser, on a une lentille. Attention, la lentille, elle ne sert pas à former une image comme en photo, surtout pas. Elle sert juste à étaler le faisceau. Regardez, mon faisceau laser est super petit. Si je fais un hologramme avec un faisceau laser comme ça, je vais faire un hologramme super petit. Donc la lentille qui est utilisée là et qu'on va utiliser, c'est juste pour étaler le faisceau, pour qu'il soit plus grand en fait. Je vous disais, il faut absolument séparer en deux parties le laser. Donc on met une lame séparatrice, qu'on appelle. Il y a une partie du faisceau qui va directement ici vous enregistrer l'hologramme, et une partie de faisceau qui réfléchit sur l'objet. Et regardez le front d'onde ici, c'est un front d'onde ce qu'on appelle sphérique, et après il est déformé par le relief de l'objet. Il est déformé, et quand il arrive, il rencontre le faisceau qui n'a pas été déformé, eh bien vous faites ce qu'on appelle des figures d'interférence.
C'est-à-dire que vous enregistrez une déformation du front d'onde qui vient depuis l'objet par rapport au faisceau qui n'a pas été déformé, qui est propre en fait. D'accord. L'idée d'abord c'est ça, il faut toujours enregistrer la déformation de l'onde lumineuse cohérente par rapport à quelque chose qui n'a pas été déformé, donc divisé en deux, faisceau laser. Alors un truc super important, c'est que la figure d'interférence, puisque l'hologramme qu'on va faire, c'est une figure d'interférence, c'est, si on fait un zoom avec un microscope, en fait on a un truc très perturbé, très chaotique, plein de petits points, et la finesse de détail de cette figure d'interférence, elle est inférieure au micromètre. C'est pour ça qu'il faut des pellicules argentiques avec des grains suffisamment petits pour pouvoir enregistrer la finesse de détail de cet hologramme, de cette figure d'interférence. Avec une pellicule photo, ça ne marche pas parce que les grains sont énormes par rapport à la taille du détail qu'on a enregistré. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, imaginez que vous avez un mouvement d'un des deux faisceaux. Je vous disais que la finesse, c'est typiquement 0. La finesse de la gravure qu'on va faire sur la figure d'interférence, c'est quelques dixièmes de micromètres. Donc imaginez qu'on a un mouvement de quelques dizaines de micromètres d'un faisceau par rapport à l'autre. Les deux faisceaux bougent de 0,4 micromètres, très petit. Ben, ça va suffire à faire un flou et ça va faire rater la manip. Donc, conclusion, l'holographie est super méga sensible aux vibrations parasites. Donc il y a plein d'hologrammes très compliqués que vous ne pouvez pas faire en dehors d'un laboratoire avec des tables optiques anti-vibratoires, etc., etc. Là, l'hologramme qu'on va faire, c'est des conditions bien particulières. Tout doit être parfaitement stable à partir du moment où vous divisez le faisceau en deux. Donc là, dans mon montage, c'est le Playmobil qui doit être parfaitement stable par rapport à la plaque.